Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des wallets avec Vincent Bouzon. Bonjour Vincent. Bonjour. Et Nicolas Youss. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Vincent, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Avec plaisir. Alors Vincent Bouzon, je m'occupe du donjon à Ledger, que j'ai rejoint il y a à peu près 1 an et demi. Avant, je m'occupais de toute la partie B2B de Ledger. Plus récemment, je m'occupe de la partie cybersécurité. Alors cybersécurité, pour moi, ça fait un petit moment. J'ai commencé dans les années 2000, à l'époque de Frac, Hackers Voice, Nuit du Hack, des noms comme Newsoft. Et petit à petit, j'ai plutôt fait ma carrière dans le développement, en fait. Plus facile de rentrer dans le monde du développement. Et le développement autour du paiement, qui m'a remis un petit peu dans la cyber, et plus récemment dans la crypto depuis 6 ans. Et comme je disais, depuis 2 ans chez Ledger, dans l'équipe du donjon, vraiment entouré de spécialistes de la cyber. Donc voilà. Merci. Nicolas ? Donc, je m'appelle Nicolas Lios, je travaille à Ledger depuis avril 2020, donc j'ai commencé en télétravail pendant le confinement, mais ça permet de voir des tas de sujets, ensuite du coup à Ledger j'ai pu commencer sur des aspects sécurité du wallet des produits qu'on fait, puis des aspects du coup du B2B et plus récemment des aspects plus cloud, mais tout en restant sa partie sécurité produit. Merci Nicolas. Alors Vincent, quand on parle de wallet, on parle de quoi ? Les wallets, on va parler finalement, dans le monde de la crypto-monnaie, un wallet va représenter, vous stocker comme un grand mot de passe, donc ça va être des paires de clés, vraiment des clés cryptographiques. Et un wallet, ça va être ça. Donc c'est simplement un stockage de clés cryptographiques. Après, autour du wallet, vous avez retrouvé finalement la connexion au blockchain. Alors il y a tout type de blockchain, et l'importance de ces connexions, c'est d'émettre des transactions, de recevoir des transactions et de gérer les rebalances. Après, on va trouver, on en discutera certainement pendant l'émission, des wallets un peu plus poussés avec de la gouvernance qu'on va retrouver. Donc, une capacité à donner, par exemple, du multisig, ce qu'on appelle du multisig, la capacité à signer à plusieurs pour autoriser une transaction. Mais globalement, un wallet, c'est simplement un stockage permettant d'accéder à des fonds sur une blockchain. Du stockage de clés cryptographiques. C'est logiciel, c'est matériel, les deux ? Ça peut être les deux. Ça peut être du logiciel, ça peut être du matériel, ça peut être du mixte entre du matériel et du logiciel, avec du multisig par exemple. On trouve tout un tas de wallets, et les dernières avancées en termes de wallets se trouvent aussi on-chain. C'est-à-dire que dans certaines blockchains, on peut faire du smart contract. Donc finalement, c'est simplement un programme, mais qu'on exécute on-chain. On commence à avoir des wallets on-chain qui sont autorisés avec, par exemple, du FIDO. Donc voilà, on est vraiment sur tout type de solutions autour des wallets. Il n'y a pas qu'une définition de wallet aujourd'hui. Mais il y a combien de wallets sur le marché ? Enfin, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de vendeurs différents. Et du coup, c'est quoi la différence entre ces différentes wallets ? Est-ce que c'est un marché de citron ? Alors, c'est un très bon point. Récemment, en mai, je me suis rendu à BTC Prague et j'ai découvert qu'en fait, même dans le monde des wallets hardware, il y en a plein que je connaissais pas, qui sont des petites startups, et rien qu'en hardware wallet, je pense qu'on est autour d'une centaine. Ensuite, quand vous prenez des software wallets, vous en avez quasiment un par blockchain, donc encore une centaine. C'est vraiment important. Je pourrais pas donner de chiffres, je sais pas si Nicolas t'as une idée, mais vraiment. C'est comme tu as dit, c'est un peu un par blockchain, où chaque blockchain va avoir son propre client. Alors après, je sais pas, le client blockchain, c'est un terme un peu ambigu parce que ça peut être à la fois le nœud du blockchain ou la partie qui interagit en mode client léger, et sur lequel il peut y avoir des plugins de navigateurs, il peut y avoir des téléphones spécialisés construits pour une blockchain, il peut y avoir des applications lourdes, enfin on trouve de tout et il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y a vraiment pour répondre à la question de la différence, on va retrouver ce qu'on appelle des wallets monochain, où souvent c'est les fondateurs de la blockchain qui ont créé un wallet pour la blockchain, et on va trouver des wallets multi-chain, comme Ledger qui est capable de s'ouvrir sur tout un tas de blockchains. Après, dans ce monde-là, on va se trouver assez rapidement une différence entre le hardware et le software. Et là encore, on va trouver et on en discutera certainement pendant l'émission, des différences de sécurité notamment. Pour moi, un bon wallet, comme je l'ai dit, sa nature, c'est la sécurité. Donc pour moi, ce qui fait un bon wallet, c'est la sécurité avant. Et ça, malheureusement, je pense qu'il faut être assez initié. Alors, pour le coup, on est dans un marché de citron, je ne le connaissais pas du tout à l'expression, mais ça représente bien le marché des wallets. C'est que tout le monde se dit sécurité, top sécurité. Aujourd'hui, sur le modèle hardware, par exemple, Ledger a un modèle que personne d'autre n'a, qui est, on va en parler certainement pendant l'émission, mais qui est que tout le computing et le stockage des clés cryptographiques sont faits dans une enclave sécurisée. On est les seuls sur le marché à faire ça. Pourtant, ça devrait être de base. On est en train de vraiment manipuler des fonds. Tout devrait être dans des enclaves sécurisées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la particularité d'une enclave sécurisée ? Ou les particularités ? Celle-ci, je pense que je vais la laisser à Nicolas. C'est sa spécialité. Alors ça...
dépend du modèle que l'on veut. En gros, c'est le modèle des enclaves. Ça consiste à dire que il y a un élément qui peut faire les calculs auquel on fait confiance pour faire les calculs qu'on souhaite réaliser et qui va résister à certains types d'attaques. Du coup, de nos jours, dans le milieu un peu des wallets, il y a une distinction qui est faite entre le fait d'utiliser des enclaves, qu'on peut appeler Secure Element, qu'on peut appeler TE sur des téléphones, etc., qui vont avoir différents niveaux de sécurité, ou le fait d'utiliser des environnements qui apportent une sécurité autrement, comme par exemple avec du Secure Multi-Party Computation, du calcul à plusieurs parties sécurisées. Et actuellement, on observe un peu depuis quelques années, on observe une concurrence entre ces deux modèles, voire des personnes qui essayent de faire les deux en même temps, pour apporter une meilleure sécurité. Donc à Ledger, on s'intéresse surtout à la partie, on a une enclave sous forme d'un Secure Element qui résiste à une certaine catégorie d'attaques matérielles, et on fonde la sécurité sur cet aspect-là. Et je rajouterais, d'ailleurs Nicolas insiste souvent, mais il y a un point important dans les enclaves, c'est aussi la partie attestation. Être sûr que le code qu'on développe et qu'on déploie est bien celui qu'on run. Et c'est ce qu'on va retrouver souvent, une des premières caractéristiques d'une enclave, c'est de s'assurer que ce qu'on pense sécuriser est bien le code qu'on a déployé. Et ça, typiquement, dans les Secure Elements, vous avez vraiment, ça part vraiment tout au début, en sortie d'usine, jusqu'au moment où on déploie le code sécurisé, on a toute une chaîne de trust. C'est ça, je pense, on va dire, une différence par rapport à un microcontrôleur qui peut être vu comme sécurisé. On a déjà toute cette chaîne de trust qui est dès l'industrialisation. En fait. Et quand vous dites vous résistez à certaines attaques, par exemple hardware, qu'est-ce que vous ne supportez pas, ou globalement tout de suite sur le marché, on est impossible de se prémunir contre tel ou tel type d'attaque? Moi, je pense qu'il reste toujours possible à un attaquant de faire un faux wallet qui ressemble au vrai. C'est un bon point. C'est pour ça que je parlais d'attestation. Aujourd'hui, Ledger a toute une chaîne de production qui va permettre vraiment dès l'usine, jusqu'à l'arrivée dans les mains de l'utilisateur, de s'assurer qu'on est sur un ledger authentique. Donc c'est première action qu'on demande à un utilisateur. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent pensez bien à le faire. Quand on le connecte, ça s'appelle un genuine check. Vérifier que c'est bien notre firmware. Et encore une fois, comme je le dis, le firmware qu'on a déployé, on est sûr qu'il est déployé sur une chip qui vient de notre fournisseur de Secure Element, etc. Donc on a vraiment une chain of trust. Donc typiquement, les contrefaçons, c'est quelque chose sur lequel on est complètement protégé. Après, sur les types d'attaques, concrètement, on utilise des Secure Elements qui sont aussi utilisés dans les cartes bancaires et sur lesquels il y a un certain nombre de certifications avec des niveaux de certification critères communs, par exemple, contre des catégories d'attaques matérielles. Et du coup, on se repose sur ces certifications qui vont parler de coût d'attaque, etc., pour essayer d'extraire des secrets. Toutefois, nous savons que aucun matériel n'est vraiment sécurisé. Quelqu'un qui sera motivé pour retrouver le secret d'un élément sécurisé y arrivera, mais il y arrivera avec un fort coût, et on essaye avec un coût qui devra être reproduit sur chaque élément. On essaye de faire en sorte que le coût pour casser en série, en quelque sorte, nos wallets soit grand. Et effectivement, je pense qu'un des sujets qu'on a en permanence au sein de Ledger et du donjon, c'est le rapport coût et défense. On le sait, dans les attaques hardware, on a différents types d'attaques hardware. On va avoir une attaque qu'on appelle par faute, qui va comporter il y a plein de vecteurs sur la faute, mais l'objectif étant de donner un comportement inattendu à la chip, permettant d'exécuter, par exemple, sortir d'un if qu'on n'avait pas prévu. On va avoir des attaques par side channel, où là, on va, par canaux auxiliaires, on va analyser un peu le comportement de la chip et on va essayer d'en extraire de l'information. Après, il y a des attaques beaucoup plus poussées, où vous allez, au même titre qu'on reverse du code, on va reverse les différentes portes logiques qu'on va trouver dans la SE, un Secure Element, quitte à les modifier. Mais ça, encore une fois, c'est un coût très important. Et comme le disait Nicolas, une des particularités, si on regarde un petit peu les Secure Elements qu'on va trouver par exemple dans les cartouches d'imprimante, quand vous avez un ledger dans les mains, vous n'avez pas droit à l'erreur. Une erreur et vous avez perdu la clé. Donc un attaquant doit avoir beaucoup d'investissement et pas de droit d'erreur. Donc c'est vraiment un modèle très particulier de défense. Si je suis un peu naïf, c'est des enclaves sécurisées, j'en entends parler quand j'achète un processeur Intel ou ARM ces derniers temps. J'ai un Secure Element de mon PC, mais Windows me dit que le TPM2 c'est génial. Pourquoi je stockerais pas mes bitcoins dans ces trucs-là ? Alors, il y a des gens qui font ça. Le principal problème qu'on a, c'est la compatibilité des algorithmes cryptographiques associés. C'est-à-dire que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies vont utiliser des courbes elliptiques spécifiques
Sur Bitcoin, ça s'appelle CP256 K1. Je pense que la CP256 R1, c'est celle définie par le NIST, etc., qui est implémentée partout. Mais la K1, qui est appelée dans beaucoup de littérature courbe du Bitcoin, en gros, a une connotation crypto-monnaie, qui fait que par exemple l'enclave d'Apple ne supporte pas ou ne supportait pas, je ne sais pas si ça a évolué depuis quelques années, mais ces courbes-là, et il y a des bug reports publics qui montrent que c'était pour ne pas supporter l'écosystème crypto-monnaie. Et donc il y a un problème de compatibilité. Toutefois, on observe qu'il y a certains wallets logiciels, par exemple qu'on trouve sous forme de smart contract sur certaines blockchains, qui vont permettre l'usage de cette P256 R1, la courbe du NIST, pour réaliser les signatures. Et dans ce cas-là, on peut utiliser un TPM qu'on trouve sur un ordinateur ou une enclave sécurisée de téléphone et autres pour signer. Et je rajoutais à ceci, en fait, on commence à toucher le modèle de sécurité Ledger. Dans le modèle de sécurité Ledger, on a deux éléments importants. On a la sécurité at rest, donc s'assurer que la clé crypto est bien stockée et protégée de toute attaque at rest. Et ici, on pourrait se dire que si demain un TPM supporte la courbe K1, on pourrait switcher sur un TPM. Mais là où Ledger fait la différence aujourd'hui, c'est que on essaie aussi de protéger at use, quand la clé crypto est utilisée. Donc, à la fois le computing, donc tout ce qui est calcul de la signature dans le Secure Element, mais aussi avoir un écran qui s'assure d'afficher les bons éléments. C'est pour ça que Ledger est le seul aujourd'hui provider, et on espère tirer toute l'industrie là-dessus, de dire que sur l'écran, qui est directement connecté au Secure Element, vous êtes sûr de signer ce que vous avez décidé de signer. Sur un téléphone, on peut très bien imaginer avoir la clé très bien protégée dans une enclave Knox, comme le fait Samsung par exemple. Mais par contre, vous n'avez aucune garantie que ce que vous voyez sur votre application Android, c'est sécurisé. Et ça, c'est vraiment aussi pour ça qu'on pense qu'un hardware wallet dédié est vraiment le bon modèle en termes de sécurité. Donc en fait, c'est l'idée que l'affichage fait partie du composant de confiance. Totalement. J'ai une garantie que entre le stockage dans l'enclave, enfin sur le composant de confiance, et ce que j'ai d'affiché, il n'y ait pas eu d'intervention tierce qui puisse me faire signer une transaction qui n'a pas la valeur que je voulais faire. Exactement. Pour être précis, tu as une confiance sur le stockage de ta clé, tu as une confiance de ce que tu as validé sur l'écran, et une confiance sur ce qui va être exécuté. Donc on a vraiment toute la chaîne qui est trustée. Ensuite, l'envoi dans la blockchain, il peut être fait dans un contexte non sécurisé parce que de toute façon, c'est signé en amont. Donc vraiment, toute cette partie signature et validation de la signature est totalement sécurisée. Mais du coup, est-ce que c'est la fin de la sécurité ? Est-ce qu'on arrive à concevoir un système qui est 100% fiable ou est-ce qu'il y a encore des attaques plus basiques sur le système ? Enfin, je pense à des fraudes plus classiques, plus traditionnelles, ou est-ce qu'il faut revenir à la clé à molette pour taper sur la tête des gens et leur voler leur bitcoin comme ça ? Alors ça, c'est une attaque sur laquelle malheureusement Ledger peut pas faire grand-chose. Par contre, effectivement, tu pointes le point faible finalement, hein, c'est que à la fin, il y a toujours un élément de faiblesse qui est l'utilisateur. Je dis souvent, une des missions de Ledger et de la Product Sécurité, de notre département, c'est l'éducation utilisateur. Mais on sait aussi que, entre guillemets, c'est voué à l'échec. Donc c'est pour ça que Ledger s'arrête pas non plus à se dire, OK, l'utilisateur va comprendre la sécurité. On essaye de mettre un ensemble de barrières pour garantir que même si l'utilisateur n'est pas un expert en crypto, qu'il soit sécurisé. Et oui, les attaques les plus courantes, et peut-être Nicolas va en citer quelques-unes, elles sont très basiques finalement. Enfin, il y a une attaque qu'on a documentée sur notre site web, etc., où c'était une sorte de phishing ciblé, où il y avait des personnes qui avaient envoyé en courrier des clés USB qui ont la forme de notre produit, mais derrière c'était des clés USB normales, des mass storage en quelque sorte. Enfin, il y avait un composant en plus dessus qui faisait ça se comportait en mass storage avec un installateur Ledger Live. Donc Ledger Live, c'est le logiciel compagnon qu'on utilisait, sauf que lorsqu'on exécutait cet installateur, il demandait la clé maître, ce qu'on appelle les 24 mots pour initialiser le wallet, et derrière ça pouvait siphonner des fonds. Donc c'est une attaque de phishing où derrière c'était pas du tout les clés, mais derrière c'était un problème lié au fait que l'utilisateur rentrait ses données sensibles, enfin sa clé maître, dans un logiciel qu'il pensait être de Ledger, etc., et se retrouver avec des fonds qui ont volé par un attaquant. Et contre ça, c'est assez difficile de se protéger, à part le fait de former les utilisateurs, faire donc la pédagogie, faire prendre conscience de ces problèmes-là. Parce que à partir du moment où c'est même pas notre matériel qui est entre les mains des utilisateurs, c'est difficile de se protéger.
Après, il y a aussi des attaques plus simples qu'on trouve sur certains wallets. Par exemple, il y a quelques temps, il y a eu un article sur le blog, sur le blog du donjon au sujet d'un wallet qui avait un générateur d'aléatoire biaisé qui faisait qu'en fait, au final, il n'y avait que 32 bits d'entropie. Je résume très fortement l'histoire. Donc, un générateur à 32 bits d'entropie, on peut se dire, ouais, c'est quand même beaucoup. Enfin non, c'est très peu. 32 bits, ça veut dire qu'il y a 4 milliards d'adresses possibles, mais on se retrouve dans des cas de paradoxe d'anniversaire sur lequel deux utilisateurs du wallet peuvent sans savoir se retrouver avec la même adresse, mais en même temps aussi avec des puissances de calcul actuelles, on peut tout simplement énumérer toutes les adresses possibles du wallet et voler tous les fonds qui ont été déposés sur ces types de wallets. Donc c'est là où c'est très important d'avoir aussi des générateurs d'aléatoires qui soient robustes et avec suffisamment d'aléatoires. Je reviens rapidement sur l'histoire des ledgers qui sont envoyés à des utilisateurs. Bon, si on n'a rien commandé nécessairement sur le site de Ledger, ça doit être un peu suspect quand même d'avoir un wallet qui arrive à la maison. Moi, je passe les premières questions un petit peu. Je vais effectivement sur l'éducation des utilisateurs. La deuxième, c'est comment marche en fait votre supply chain. Comment est-ce que vous prémunissez de ça? C'est-à-dire, est-ce que les personnes, ils ont copié? Par contre, est-ce qu'il pourrait pas y avoir des attaques où les personnes typiquement le récupèrent, essaient de mettre, un implant directement dans le wallet? Je sais pas comment ça fonctionne. Ou même vont carrément menacer un employé qui a accès au système pour que lui-même place la backdoor au moment de la conception ou de l'envoi des plans en usine, quoi. Finalement, il y a 3 points. Je vais essayer de répondre à 3 points. Il y a le premier point sur réceptionner un device qu'on n'a pas commandé. Finalement, l'attaque, elle se fait plutôt sur un site malveillant où tu vas acheter un device en pensant que c'est un vrai device. C'est plutôt sur des distributeurs malicieux. C'est plutôt les attaques qu'on voit. Alors, dans les distributeurs malicieux, on va retrouver soit des devices fake, comme Nicolas l'a évoqué, soit aussi des vrais devices qui sont déjà initialisés. Et comme Nicolas l'expliquait, tout device est initialisé avec un aléatoire. Par contre, s'il est envoyé est déjà initialisé et que l'utilisateur ne connaît pas cette procédure-là, il peut dire « Ok, j'utilise mon wallet ». Et finalement, 6 mois plus tard, le distributeur malicieux connaît son aléatoire. Donc voilà, il va biaiser l'utilisateur sur ça. Le deuxième point, c'était la supply chain, il me semble. La supply chain, aujourd'hui, à Ledger, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux parce que on a connu des événements récents en août, notamment, et en septembre sur des attaques supply chain de grande envergure. Ici, on travaille avec nos fournisseurs. Donc, la plupart des composants qu'on va retrouver dans le wallet sont authentifiés à l'industrialisation, ce qui permet d'assurer que les composants qu'on a sur nos PCB et sur nos wallets sont les bons. Ensuite, on a toute la chaîne de ce qu'on appelle de distribution. Ici, il peut y avoir des attaques par implant. Les attaques par implant, elles sont vite... Il y a 2 types d'attaques. Il y a des attaques où c'est un simple implant et une simple vérification visuelle du device permet de s'en rendre compte. Si vous allez sur le site de Ledger, vous allez vraiment trouver une rubrique qui va vous permettre de vérifier physiquement votre wallet, vous l'ouvrez et vous vérifiez. Donc, difficile à cacher un implant. Et les wallets un peu plus récents de Ledger sont par contre fermés à un point que si vous tentez de l'ouvrir, ça va se voir également. Okay, donc, on a vraiment une fermeture qui a été travaillée pour être sécuritaire. Après, comme on disait en début d'émission, globalement, celui qui est motivé pourrait essayer de mettre un implant dans les devices Ledger, mais encore une fois, le coût vs la rentabilité, elle serait pas. Le dernier point, j'ai oublié. Sur la partie employé malveillant qui serait menacé physiquement lui ou sa famille pour saboter le système en fait. Effectivement. Alors ça, je vais laisser si Nicolas, il connaît très bien le sujet. C'est quasiment une activité à part entière du donjon. Oui, on a des systèmes en interne pour éviter de faire reposer sur un employé, typiquement le fait de signer un firmware sur lequel on a un certain nombre de quorums qui sont implémentés à Ledger d'une certaine manière pour s'assurer par exemple que toutes les releases de firmware que nous faisons ont été revues par le donjon, et donc du coup il y a au moins 2 lecteurs, il y a eu l'équipe firmware qui a revu les modifications de code, etc., qui dit cette version-là qui est prête à livrer, et l'équipe sécurité qui a revu le code et qui s'assure en temps dans les revues qu'il n'y a pas eu d'introduction d'or logiciel. Donc, sur l'aspect logiciel, typiquement si les membres de quorum viennent à être connus, en gros il n'y avait jamais un employé qui est en position de pouvoir délivrer une signature. Et ces quorums vont être travaillés sur 2 aspects. Premier aspect, segregation of duty. On va s'assurer qu'il n'y a pas 2 personnes qui pourraient, 2 ou 3, ça dépend des quorums d'ailleurs, amener une collusion interne, donc on essaie quand même de séparer. Et l'autre chose, elles sont quand même évaluées. C'est-à-dire que moi, j'ai régulièrement une personne au sein du donjon qui assigne les quorums. On va aussi évaluer
leur ancienneté, leur comportement. On va s'assurer que le quorum repose sur des bases stable. Donc, pour revenir sur la supply chain, finalement, qu'elle soit software ou hardware, on a quand même tout un tas de vérifications au quotidien. Je ne dis pas tout ce qu'on fait sur le hardware, hein. On va pas aider nos attaquants non plus, mais on a tout un tas de vérifications en continu qui nous permettent que la supply chain, et quand l'utilisateur a un hardware dans les mains, il a un code sécurisé et un PCB, donc un hardware sécurisé. Alors, si on a fait le tour de la question, ça vaudrait peut-être le coup aussi de passer sur des aspects un peu moins techniques. Je pense par exemple à vos audits externes ou votre cyberassurance éventuellement, c'est-à-dire si tout a échoué, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que vous avez des cas de clients qui se sont fait voler de l'argent et qui sont retournés contre vous ? Est-ce que vous avez trouvé une cyberassurance, ce genre de choses ? Alors, je suis amené régulièrement à assister nos avocats sur des cas où des éditeurs se plaignent d'un vol de fonds. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des vols de fonds sont liés à une mauvaise utilisation du hardware. Un exemple récent, on avait un vol de Bitcoin et en prenant le device et commençant l'expertise, l'utilisateur nous dit mon code PIN c'est l'année de naissance, mon année de naissance. Et je dis cherchez pas plus loin. Si votre device est sur votre bureau et que votre code PIN est au votre année de naissance, c'est assez facile de prendre les fonds qui sont dessus. Donc il y a souvent, on en revient à la plus grande faiblesse aujourd'hui du dispositif Ledger, c'est vraiment, c'est pas une faiblesse, mais en tout cas notre travail, ce qui reste à faire, c'est vraiment l'éducation autour des outils. Après, sur la partie assurantielle, on n'a pas, je pense pas qu'on ait d'assurance à proprement parler sur les fonds, parce que encore une fois, on détient aucun fonds, on donne des hardware devices à nos utilisateurs. Néanmoins, on a deux segments de marché, Ledger, on a les hardware wallets B2C, et on a des hardware wallets destinés à des banques. Et ici, on va travailler avec les banques ou avec les exchanges, avec toutes les organisations qui utilisent nos devices. Enfin, nos devices, notre solution pour le coup, c'est pas des devices, c'est basé sur des HSM. On va travailler avec eux pour vraiment assurer ce qu'on appelle leur chaîne de custody, crypto custody. Mais nous, je ne pense pas qu'on ait une assurance particulière sur des fonds, sachant qu'on ne manipule pas de fonds. Peut-être un mot sur la certification, parce qu'il y avait une question sur la certification. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y avait aussi une idée de certification poussée par l'AMF, mais il peut aussi y avoir des certifications européennes, des certifications ISO, etc. Donc, qu'en est-il dans ce domaine ? Aujourd'hui, il y a aucune certification, je dirais, obligatoire. Sauf une, qui n'est pas une certification, il y a une autorisation d'exporter des devices, donc des périphériques, qui manipulent des objets cryptographiques. D'accord ? C'est pas lié à la crypto-monnaie, mais vraiment à de la cryptographie pure. Cette autorisation d'exportation, on va la travailler avec l'ANSSI, on l'a, pour notre firmware et le secure element qui porte le firmware. Après, à titre une volonté toujours de pousser la sécurité, à Ledger, on va passer des certifications. Donc, l'ensemble de nos wallets sont certifiés CSPN. D'accord ? Donc, avec un Donc le CST. CSPN, c'est relativement accessible et c'est franco-français. Bon, après, pour le public franco-français, pourquoi pas. Mais après, ce qui est intéressant, ce sont les critères communs. Alors, effectivement, ça aurait été une volonté de le faire. C'est encore un autre step. Aujourd'hui, encore une fois, dans des cas de défense, on va dire, au niveau juridique, la CSPN est assez reconnue. Même si vous êtes à l'étranger, il y a une certification qui est portée par l'institution, on va dire, nationale française. Ça suffit quand même en général pour montrer qu'on a fait toutes les démarches. Mais effectivement, critères communs pourrait être un point intéressant. Et on utilise des secure elements qui sont certifiés, je ne sais plus à quel niveau, critères communs, mais c'est une certification qui est assurée par le fabricant de secure elements que l'on utilise et sur laquelle du coup Oui, c'est ça. se repose sur cette Et en certification. fait, le fait que le secure element soit lui L3+, ou un truc dans le style, ça fait que les gens, ils ont toutes les raisons d'avoir confiance. Mais après, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui le demande. Tant qu'il n'y a pas de banque ou de client qui l'exige, il ne faut pas se casser la tête à le faire. Les banques, elles demandent surtout d'être SOC 2 et qui est complètement autre chose. Et complètement sans rapport avec la choucroute, alors là. Tout à fait. Effectivement, alors les banques, c'est mon passé avant Ledger. J'ai travaillé 4 ans dans le leader des solutions crypto pour les banques. Ils demandaient 2 choses. SOC 2, effectivement, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Et ils s'attardaient quand même sur le niveau de sécurité des HSM ou du MPC. Alors là, on va passer en FIPS level 1, level 2, level 3, etc. Plutôt sur la partie FIPS. Mais effectivement, là, on va dire que toutes ces réflexes sont pas vraiment adaptés au monde de la crypto-monnaie, je pense. Dans les critères communs, dès le départ, on a exclu la cryptographie parce qu'on ne se faisait pas confiance entre pays sur la cryptographie. FIPS, c'est un standard purement américain. CSPN, ça permet d'auditer un peu tout parce que le périmètre est défini, la cible
est défini entre celui qui se fait certifier et le certificateur, donc il y a une négociation là-dessus, ça permet de mettre la crypto. On peut aussi faire du critère commun en rajoutant la crypto dans le lot, mais du coup c'est des blocs qui ne seront pas reconnus internationalement. Et dans les banques, il y a beaucoup d'utilisation en fait, de ponts avec les critères communs qui ont été faits parce que faute d'avoir un standard international bien reconnu sur une certification de niveau de sécurité des appareils, les critères communs qui avaient été prévus pour l'étatique ont été réutilisés. Donc aujourd'hui, le seul truc internationalement reconnu, c'est les critères communs, mais il y a des très très grosses limitations dessus. Et en plus, les critères communs, ça ne certifie que le niveau de vérification. Ça ne certifie pas le niveau de sécurité. Oui, c'est ça. Il faut bien lire la cible de certification, comme des exclusions dans les certifications CSPN, enfin le périmètre d'utilisation. Mais ça, du coup, avant Ledger, je travaillais à l'ANSSI où oui, il y avait aussi ces aspects où on essayait d'élargir le périmètre, tout ça, mais après à Ledger, on se rend compte que typiquement sur la solution business to business qu'on a avec les banques, on essaye de faire des CSPN, mais sur lequel, lorsqu'on inclut vraiment le périmètre qui fait sens, en face, on a comme réponse que c'est trop gros et que ça respecte pas les délais. Et du coup, on est obligé de couper le périmètre et d'avoir un périmètre qui, en fait, quand on regarde d'un point de vue est-ce que ça fait sens, etc., c'est très restreint. Et du coup, oui, on se retrouve à demander une CSPN sur un truc très restreint qui fait pas forcément sens au final. Qu'on essaye, il y a vraiment une volonté à Ledger, on essaye que une CSPN fait sens et que le périmètre soit cohérent, etc. Mais en fait, il y a un certain nombre de contraintes qui font que c'est difficile. Après, au quotidien aussi, enfin, de manière récurrente, on travaille aussi avec pas mal de laboratoires qui ne sont pas obligatoirement rattachés à des certifications, mais on a tout un tas de labos qui travaillent avec nous sur des pentests, sur de l'éval, etc. C'est vraiment de la sécurité en continu, en plus du donjon où on a vraiment une équipe d'expertise 7/7, 24/24, j'ai envie de dire quasiment, qui vérifie notre code. Justement, pour parler de l'organisation, le donjon, c'est combien de personnes et comment vous faites pour recruter ? Je pense notamment aux compétences sur toute la partie hardware. Est-ce qu'il y a des formations qui existent pour former les personnes à ce type d'attaque ? Enfin, comment vous faites et combien vous êtes ? Alors aujourd'hui, on va atteindre la vingtaine d'ici fin d'année. On va trouver différents types de compétences que j'aime beaucoup dans le donjon. Alors au-dessus, on appelle ça la product security parce qu'on a des personnes aussi qui s'occupent des certifications, etc., qui ne nécessitent pas un niveau d'expertise, on va dire, qu'on va retrouver au donjon. On a à peu près une vingtaine de personnes et là, on va retrouver du hardware. Et sur le hardware, alors, ça va peut-être vous étonner, mais le meilleur recrutement, c'est bouche à oreille. C'est un petit monde. Tout le monde se connaît. Moi, c'est un monde que j'ai découvert à l'arrivée de Ledger. Et quand j'accompagne mes collègues dans des événements hardware, ils se connaissent tous. C'est vraiment particulier. Sur le software, alors là, ça va être du recrutement plutôt traditionnel. On a mis du CTF en place récemment pour un alternant, par exemple, pour trouver le meilleur alternant, on a mis un CTF en place. Sur les filières software, c'est assez, je dirais, c'est plus facile que sur les filières hardware. Après, aujourd'hui, on a beaucoup plus de besoins sur le software que le hardware. Comme on a dit, le modèle hardware de sécurité de Ledger, il est connu, il est petit, on l'évalue quand même en continu. Mais ce qui grossit, ce qui croît chez Ledger, c'est la partie software. Et là, on essaye de recruter, on essaye vraiment de recruter, soit par bouche à oreille, toujours ce qui marche sur des CTF. Moi, dès que je vois aussi un beau CTF et un beau champion de CTF, j'essaie de le contacter. Voilà, on fait comme ça. C'est ça, oui, parce qu'au niveau du métier, au niveau sécurité logicielle, on est sur des choses relativement traditionnelles. Il va y avoir tout ce qui est analyse de code, avec de l'automatisation, parce que bien sûr, il y a parfois des relectures de diff, mais c'est surtout mise en place d'outils pour automatiser de l'analyse statique, du fuzzing, tous les trucs classiques. Il va y avoir de la revue d'architecture pour lorsque une nouvelle équipe veut lancer un nouveau produit à Ledger, etc., travailler avec ces équipes pour s'assurer que la sécurité tienne la route, etc. Donc finalement, ce sont des compétences au niveau logiciel qu'on retrouve dans beaucoup d'autres entreprises et sur lequel la spécificité de Ledger, c'est que derrière, on a un produit matériel que l'on vend. Il y a un aspect logiciel, mais la principale source de revenus de Ledger, c'est le produit matériel que nous vendons. Mais à côté de ça, les aspects logiciels sont relativement classiques. Et il y a un programme de Bug Bounty, et si oui, est-ce qu'il sert à quelque chose ? Alors oui, le programme de Bug Bounty a été lancé il y a pas mal de temps, je ne me souviens plus de quand. Initialement, c'était pour dire on veut
le device, le périphérique le plus sécurisé possible. Et du coup, on fait un programme de bug bounty matériel sur lequel on dit si jamais vous trouvez des problèmes sur nos produits matériels, vous pouvez nous monter et vous pouvez avoir une récompense. Et traditionnellement, du coup, on payait les gens en Bitcoin pour rester dans le milieu des crypto-monnaies. Sachant que, enfin, ça c'est au début surtout des trucs matériels, mais ensuite, ou très rapidement, il y a l'aspect application sur device, parce que sur les clés USB que l'on vend, enfin les hardware wallets, on peut avoir différentes crypto-monnaies qui sont implémentées sous forme d'applications qui s'exécutent sur le secure element du device, et ces applications, la grande majorité, enfin vraiment la plupart sauf une ou deux, sont open source, et du coup on peut faire des analyses de code, etc. Et si jamais on trouve une vulnérabilité, par exemple qui permet de récupérer la clé privée de l'application, c'est une vulnérabilité reconnue pour laquelle, enfin, qui doit être corrigée, et c'est et sur lequel il peut y avoir une récompense. Donc ça, en c'est fait, le début. vous payez pour sécuriser du logiciel libre parce qu'il est utilisé dans le wallet. Alors, ça dépend, je l'appelle logiciel libre parce que alors, en fait, Ledger a un modèle très particulier sur la manière d'intégrer les blockchains dans le wallet. Ce qui se passe, c'est que l'intégration du code dans le wallet est ouverte. N'importe qui peut développer du code qui va au final s'exécuter sur le wallet. Et ça, c'est une grande différence par rapport à d'autres entreprises qui travaillent sur des secure elements, parce que traditionnellement, un secure element, par exemple dans le milieu bancaire, par exemple dans le milieu des cartouches imprimantes, etc., le secure element, c'est quelque chose qu'on achète sur étagère et qu'on va pas modifier, qui va réaliser des signatures avec des clés privées, etc., mais qui va pas être modifié. À Ledger, on permet à des développeurs de charger leur code et d'exécuter leur code sur le secure element. Et c'est ce qu'on appelle les applications de crypto-monnaie. Et du coup, ça va être du code spécifique qui va être développé, par exemple, par des fondations de certaines blockchains qui vont vouloir avoir le support Ledger, et du coup, on a plus de 200, enfin, je sais pas quel est les derniers comptes, mais on a au moins 200, si ce n'est plus, applications de blockchain, avec un niveau de maintenance divers et variés, et du code très spécifique parce que on n'est pas sur un PC classique, et du coup, au niveau bibliothèque de code, etc., on va pas pouvoir utiliser typiquement une bibliothèque habituelle open source sur ça. Et on veut que ça soit sécurisé. Du coup, bien sûr que l'équipe sécurité va regarder aussi que ces applications n'aient pas de vulnérabilité, etc. Mais on a un programme de bug bounty pour récompenser ceux qui trouvent des vulnérabilités dans ces applications, sachant que ça, c'est accessible. Et pour finir sur le programme de bug bounty, du coup, il y a peut-être quelques années maintenant, on a étendu ça à tout le périmètre web, etc. Mais ça, c'est parce que on recevait beaucoup de mails en disant vous avez des problèmes sur vos sites web, etc. Des trucs classiques de mauvaises entêtes HTTP, etc. Et du coup, on a étendu, enfin, en spécifiant bien ce qui mérite récompense ou pas. Mais c'est parce qu'on reçoit un flot assez conséquent de rapports plus ou moins automatisés de vulnérabilités présentes sur des sites web que nous opérons aussi. Mais sur l'appareil physique, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Enfin, est-ce que le bug bounty sur le Ledger lui-même, ça a servi? Alors, je sais pas si on va parler de bug bounty, mais je pense que Ledger a déjà fait partie de l'émission No Limit Secu. On a parlé de CTF, qui est finalement un bug bounty interne. Ouais, scopé dans le limité temps. Non, Ouais, scopé c'est dans ça. le temps. Alors non, externe. Et il me semble, Nicolas, je faisais pas partie de l'époque, mais je crois qu'il a servi énormément. Je crois qu'on a eu des retours sur la partie hardware. Et vous-même, vous avez participé à des bug bounty faits par d'autres vendeurs de wallets, si je me souviens bien d'une conf à Gruac, par exemple. Alors, je suis pas sûr que ça faisait partie d'un cadre bug bounty. Peut-être, Nicolas, tu peux confirmer. Alors, sincèrement, je ne sais pas si c'était des bug bounty publics ou pas. Ce que je peux dire, c'est que l'état d'esprit de la communauté des hardware wallets, au niveau sécurité, est un état d'esprit un peu, je sais pas si on peut appeler ça petit village, mais enfin, tout le monde se connaît. Et l'intérêt de tout le monde, c'est qu'au final, tout le monde soit sécurisé. Et du coup, il nous est arrivé d'avoir des concurrents qui nous envoient des wallets avec une seed, c'est-à-dire des wallets provisionnés avec un secret qui contient par exemple un bitcoin. Enfin, je sais plus ce qu'était le montant précis, donc je vais juste dire un bitcoin comme ça, mais c'était probablement un autre montant. Et l'idée, c'était de réussir à
casser la sécurité du wallet concurrent, et si jamais on réussissait, on pouvait avoir le Bitcoin et encourager à remonter les vulnérabilités au wallet concurrent. Donc ça, ce sont des choses qui ont arrivé plusieurs fois par le passé, qui sont pas forcément des bug bounty publics, mais sur lesquels du coup, il y avait un bounty, une récompense, mais derrière, c'est parce que l'expertise du donjon est reconnue dans le milieu et permet de s'assurer qu'au final l'écosystème soit sécurisé. Et c'est là où, lorsqu'on regarde l'écosystème d'un wallet, il y a vraiment une volonté réelle de corriger les vulnérabilités quand elles arrivent. C'est effectivement, je crois que c'est la première chose que j'ai discuté avec notre CTO lorsqu'il m'a confié le poste, quelle est la mission, et je sais pas si c'est ambitieux, prétentieux, mais en tout cas, notre volonté, c'est de sécuriser l'écosystème. Parce que si l'écosystème a des problèmes de sécurité, Ledger en pâtira. Et à l'inverse, si Ledger, aujourd'hui, qui stocke environ 20% des crypto-monnaies dans le monde, a des problèmes de sécurité, l'écosystème en pâtira. Donc on est assez ouvert, et Nicolas parlait au passé de wallet, mais très prochainement, on aura un nouveau wallet d'un de nos concurrents qui va arriver dans nos donjons pour encore l'évaluer. Donc on travaille vraiment de manière rapprochée avec nos concurrents. On a même un concurrent qui veut faire ses propres secure elements open source, et il a demandé l'évaluation du donjon une fois que avant la production de masse. Et justement là-dessus, vous pourriez pas travailler sur des spécifications communes, des standards, pour avoir un impact typiquement même, je veux dire, sur toute cette sphère de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Ça existe déjà. La spécification, c'est typiquement, il y a tout ce qui est BIP. BIP, c'est Bitcoin Improvement Proposal, donc c'est le mécanisme de standardisation de Bitcoin, mais dedans il y a un certain nombre de standardisations qui ont été créées par des entreprises, des hardware wallets, pour tout ce qui est, ça s'appelle les HD wallets. Alors HD, c'est hierarchical deterministic. En gros, c'est des wallets déterministes hiérarchiques qui en fait permettent une compatibilité entre hardware wallets. Et c'est ce qui est utilisé dans la grosse majorité des hardware wallets de nos jours. L'idée, c'est qu'un client, un utilisateur, n'a que à retenir une phrase maître, on appelle des 24 mots. Parfois, ça peut être 12 mots selon les cas. Et à partir de là, on peut calculer l'ensemble des clés privées de l'utilisateur. Et donc ça, en fait, c'était un standard qui a été conçu en concertation avec différentes entreprises du milieu des hardware wallets. Et du coup, c'est le BIP 32, et ensuite il y a eu le BIP 39 aussi sur ça. Et du coup, il y a des standards qui ont été définis entre les entreprises. Et encore de nos jours, il y a des choses qui sont faites avec des chemins de standardisation entre entreprises. Typiquement, cette année, il y a eu une initiative que j'appelle le Clear Signing, où l'idée c'était aussi de porter un standard, mais que Ledger ne soit pas seul à porter, mais qui puisse être utilisé et implémenté par d'autres personnes. Et du coup, ça nécessite des discussions et un mécanisme de standardisation entre entreprises. Et effectivement, le Clear Signing, c'est un très bon point. Je suis sûr que vous avez tous envie de nous poser la question, qu'est-ce qui est arrivé en décembre dernier à Ledger ? Je pense que Ledger a fait pas mal de publiés, en tout cas on a été pas mal publié sur une vulnérabilité. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. On dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé, je pense que c'était le cas de Ledger. C'est-à-dire que Ledger, historiquement, il y a eu le donjon, a eu le product security, a beaucoup moins investi sur sa cybersécurité à l'origine. Maintenant, on a une équipe super sur la cybersécurité, qui a encore pas mal de travail, et on a eu un ancien employé qui s'est fait attaquer, donc une vraie attaque ciblée qui a permis d'accéder à un dépôt NPM où on publie des librairies qui sont utilisées par des développeurs. Donc quelqu'un a remplacé cette librairie. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des personnes, des victimes, n'étaient pas des utilisateurs Ledger, étaient des utilisateurs d'autres wallets, parce que notre librairie est utilisée vraiment dans tout l'écosystème. Et en fait, on s'est rendu compte que l'attaquant a exploité une faiblesse du monde de la crypto, c'est que quand vous utilisez des applications sous forme de smart contract, c'est très peu intelligible pour un utilisateur. On va vous demander de signer des bytes. Et qui peut signer des bytes ? Pas grand monde. Donc, suite à ça, bien sûr, on a indemnisé les victimes quasiment dans la semaine. On a bien sûr corrigé, on a bien sûr fait une revue de tous les accès des anciens employés. Et ensuite, depuis janvier dernier, on a vraiment quasiment 20% de la société qui travaille à standardiser les interactions avec les smart contracts. Donc, on a publié un EIP qui s'appelle 7730, si je me trompe pas, qui permet, c'est un ERC, donc c'est une proposal pour l'instant, qui permet vraiment maintenant comme les CLI, maintenant la plupart des CLI utilisent à peu près un dash, ça permet de passer une option. Là, c'est ce qu'on a essayé de faire au niveau smart contract. On a essayé de standardiser pour que tous les hardware wallets puissent afficher clairement ce qui va se passer sur la chain. Ok, parce que question un petit peu de néophyte, mais donc ce que je comprends, smart contract, c'est relié effectivement à des cryptos type Ethereum plus que Bitcoin. Et
Donc là, finalement, toute la nomenclature, convention de nommage et de comment est-ce qu'on va utiliser ça est véritablement, on va dire, propre à chaque crypto-monnaie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de standardiser ça pour toutes les cryptos qui font des smart contracts. J'ai bien résumé ? Alors oui, aujourd'hui, chaque crypto a sa technologie de smart contract. Alors Bitcoin n'y échappe pas. Hein. On va pas parler de smart contract Turing complete, mais on a quand même un langage qu'on appelle miniscript qui permet de mettre des logiques sur Bitcoin. En tout cas, toutes les cryptos ont quasiment leur propre technologie de smart contract. Et si on prend Ethereum par exemple, même sur Ethereum, il y a un ensemble, on va dire, de standards qui permet de décrire un NFT, un token non fongible. On va avoir un standard qui va permettre de décrire des tokens fongibles. Et tout ça aujourd'hui, c'est pas très organisé. Ça s'est structuré avec le temps. Enfin, ça s'est structuré avec le temps et donc du coup, on arrive avec un tas de standardisation et c'est là où Ledger a proposé et d'ailleurs encore en novembre, il me semble, on fait une conférence qui va permettre de vraiment montrer tout ce qu'on veut mettre en place sur les smart contracts. On va commencer par Ethereum, après certainement la suite logique sera Solana par exemple. On va aller de blockchain en blockchain. Mais Ethereum, c'est 90% quasiment, je pense. Vraiment, on doit mouiller, je pense que c'est 90% des transactions smart. Ok, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin ? Je pense que là, on a pu faire le tour de ce que c'était un vrai wallet, que c'est pas un sujet aussi simple que juste signer quelque chose comme un TPM ou autre chose, mais qu'il y a de la complexité derrière et qu'on a pu illustrer avec un certain nombre d'exemples. Comme disait l'autre Nicolas, la sécurité, il y a toujours quelque chose derrière. Ce n'est pas fini. En réponse à une question de l'autre Nicolas. Et ce qui franchement est intéressant dans le milieu, c'est que tous les 6 mois, il y a des nouvelles choses qui se passent et on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais ça va rester très intéressant d'un point de vue sécurité, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Merci Nicolas, merci Vincent d'avoir accepté notre invitation, merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.